Hop, vous affichez en galerie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il est 12h31, on va commencer le workshop storytelling et événementiel. Donc, déjà, un grand merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais attaquer directement la présentation, le partage d'écran de la présentation. Et puis, je vais pouvoir, ce qui va me permettre de laisser mon invité se présenter. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Benvinda. Je te laisse la parole. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'on va m'entendre avec le micro et Ouais, tout ouais, ça. t'inquiète pas. Donc voilà, je m'appelle Benvinda, j'habite à Grenoble. Voilà, donc j'ai créé mon entreprise Limbola qui est spécialisée dans le stratégie, dans la narration. La narration, donc voilà, je ne vais pas parler d'art parce que j'y crois pas du tout que raconter des histoires, c'est un art. Mais le fait est que j'accompagne depuis 2 ans les entrepreneurs à pouvoir mettre des histoires au cœur de leur communication pour créer du lien avec leurs clients, engagés, créer de l'engagement et les convertir, du coup. Donc là, je pense que là, il y a plein de liens qui représentent à peu près les pages sur lesquelles vous pouvez me trouver. Ouais. Que ce soit, je suis très active sur Instagram, mais vraiment très active sur Instagram. Après, il y a aussi mon site internet www.limbola.com. Voilà. Voilà, et puis ce que Benvinda ne vous dit pas, c'est qu'elle a lancé il y a 10 jours, si je dis pas Ouais, il y a bêtise, 2 semaines, ouais. 2 semaines, un podcast. Un podcast, Voilà. ouais. Spécialisé dans le storytelling. Donc, Ouais. je vous ai mis le lien Deezer, mais il est aussi disponible sur d'autres plateformes. Ouais, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, en tout cas celles les plus écoutées. Donc, je pense ici à Apple Podcasts, Spotify, Deezer, voilà. Oui, pour les C'est déjà pas principales. mal. Et puis après, on t'envoie un message si jamais on ne trouve pas. C'est ça l'idée. Voilà. Youps. Et ben allez. Alors, moi, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie. Alors aujourd'hui, c'est de circonstance. Pour me présenter, je ne vais pas vous faire une présentation académique, mais je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire très chouette qui m'est arrivée en 2017. À l'époque, j'étais indépendante depuis 2 ans et je travaillais en mode agence, voilà, de façon un peu généraliste. Et un industriel m'appelle pour l'accompagner sur sa participation à un événement. Donc, lui, il n'aime pas trop l'événementiel. D'habitude, il pense que c'est un peu du temps perdu avec ses commerciaux pour rien. Ils mettent 3 photos sur un stand de 9 mètres carrés, une vitrine. Ils perdent du temps, de l'énergie et ça rapporte pas grand-chose à part un peu de relationnel et peut-être de temps en temps une soirée un peu sympa. Voilà, ce qui vaut le coup, mais effectivement, vu les efforts engagés, c'est pas génial. Sauf que là, on est sur un projet qui est d'une toute autre dimension puisqu'il m'appelle, il doit aller sur un salon international. Un gros salon international qui a lieu à Paris. Il a des enjeux commerciaux qui sont très importants, lui, sur ce salon-là, parce qu'il a un très gros contrat à signer. Il a un objectif de repositionnement d'image de son entreprise. Et comme c'est une entreprise qui a connu une très forte croissance et qui a beaucoup recruté rapidement, lui, il veut fédérer ses salariés autour d'un projet et donc, du coup, les emmener sur ce salon une journée. Voilà. Donc, jusque-là, on est sur un projet plutôt avec de l'envergure, sympa, mais vous me direz, bon, ok, Lucie, ton histoire, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est que c'est devenu complètement dingue quand il m'a dit que le salon, en fait, il avait 25 mètres carrés sur ce salon dans une artère. Donc déjà dans le premier hall du salon, là où tout le monde passe, que le stand était à poil, mais à poil, moquette et 2 cloisons et rien, même pas le dossier avait été envoyé avec le nom du salon. Il n'avait pas de site internet, il n'avait pas de réseaux sociaux. Il doit emmener, le nombre de salariés à emmener sur une journée, c'est 100 personnes. Donc mobiliser et organiser la logistique sur 100 personnes. Voilà, et puis last but not least, j'avais 2 mois pour organiser tout ça. Donc vraiment, ça a été un projet absolument incroyable, complètement dingue. Et puis c'est là, moi, j'ai trouvé véritablement mon ADN. Alors après, j'ai continué avec ce genre de projet.
parce que ça a été le premier, mais ça n'a pas été le dernier d'une longue série. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à faire des trucs un peu foufou comme ça, notamment les rencontres nationales du transport public. On a pris à peu près 4 semaines pour l'organiser. Le CES, 1 mois. Enfin, voilà. Donc, ça m'a pris un peu de temps pour aussi réaliser que c'était ce que j'avais envie de faire. Et j'ai monté ma structure 2 ans plus tard, quand même. Donc, j'ai mis 2 ans à trouver ce que j'avais envie de faire comme métier vraiment. Mon style de communication, et pour en arriver là aujourd'hui et être avec vous. Alors en 2020, l'événementiel, c'était un petit peu compliqué, donc je me suis lancée dans la formation. Il y a eu le premier workshop, comment digitaliser votre événement. Et puis l'idée, c'est de proposer une série de workshops tout au long de l'année pour vous aider, parce qu'il y aura des événements physiques, ça va revenir, et puis on a encore les événements digitaux. Et puis, du coup, en attendant de pouvoir lancer une formation plus complète pour vous accompagner sur les événements en physique. Alors, moi, j'ai un credo, pour ceux qui me connaissent, c'est que l'événementiel, c'est un levier de communication. Je suis persuadée que l'événementiel, en fait, ça fait partie des... C'est pas simplement quelque chose qui fait joli. C'est pas simplement une technique ou quelque chose qui doit vous prendre du temps, mais c'est un levier de communication, une opportunité de créer de la prise de parole pour votre entreprise, d'atteindre des objectifs et finalement de générer du chiffre d'affaires. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un, alors Marco Ruben d'Event Drive, impossible de savoir lequel des deux, qui a dit: le digital n'est pas une solution, à la crise, mais une opportunité de faire de nouvelles choses qui seront encore là après. Et voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus aujourd'hui, parce que je fais partie de ceux qui sont ultra convaincus qu'il faut faire du digital et que ça deviendra un outil complémentaire derrière ce qu'on appelle le phygital. Alors, comme je vous le disais, pour moi, l'événementiel, ce n'est pas simplement un outil de communication qu'on doit prendre à part. Ça doit être vécu et comme un élément complet de votre stratégie marketing. Alors, je suis allée un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je voulais vous montrer ce tableau qui résume un petit peu ce qu'on peut faire sur une stratégie d'inbound. Je pense que l'événementiel, c'est une très belle opportunité, en l'inscrivant dans une stratégie de création de contenu, de justement créer des prises de parole. Et on verra après l'intervention de Benvinda comment effectivement tout ce qui va être des avis d'experts, des webinaires, des vidéos, des démonstrations peuvent être des contenus retravaillés. Comment on peut raconter des belles histoires, en tout cas de retravailler la façon dont on communique et d'inscrire l'événementiel, et aussi grâce à cette technique du storytelling, dans une stratégie marketing de création de contenu beaucoup plus globale, toujours dans cette position de rentabiliser à chaque fois votre investissement en communication. Alors, pourquoi storytelling événementiel? Parce que c'est un peu... là, on peut un peu se poser la question, parce que le storytelling, c'est un sujet qui est ultra à la mode en ce moment. On en parle beaucoup. Voilà. On a tout envie de se prendre un peu pour une princesse en détresse qui va trouver une solution miracle grâce à un entrepreneur génial. Et c'est pas ça qu'on va vous proposer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est une façon de booster votre communication complètement. Alors, je suis passée un peu vite sur la slide. Booster votre communication, c'est pourquoi il y a 3 phases dans un événement. Il y a l'organiser. Donc, c'est comment utiliser le storytelling pour capter, faire aimer, fédérer, surtout dans des événements digitaux où finalement, une fois qu'on est devant son ordinateur, on a moins d'occasions d'interaction avec son public. Donc là, on va travailler beaucoup plus en amont sur la captation de son public. Pendant l'événement, ça va être aussi une façon d'augmenter l'expérience utilisateur participant, et après de continuer à faire vivre l'événement de façon plus intense, parce qu'on va beaucoup parler d'émotion aussi et de quête de sens. Exactement. Voilà. Donc là, écoute, je te laisse la parole et puis on parle pur storytelling avec toi. Ok. Alors, je sais pas, on peut pas voir les chats en tout cas, mais pour l'instant, on peut pas les voir, mais on peut, en fait, normalement. Oui, alors pardon, oui, je t'ai pas dit, c'est que je suis pas... Ah, punaise. Alors, attends. Hop. Voilà. Non, effectivement. C'était en fait, mais après, c'est pas très grave. En fait, c'était juste pour demander, est-ce que parmi les personnes qui justement nous suivent là tout de suite, est-ce qu'il y en a qui sont très familiers à ce terme, qui ont déjà entendu parler du storytelling, qui n'en savent pas plus?
qui en savent, mais très légèrement, mais vraiment très, très légèrement. Je l'ai déjà lu dans un journal, mais sans plus. Voilà, c'est juste pour savoir un tout petit peu comment je pourrais aussi orienter la présentation de sorte que tout le monde, à la fin de cet atelier, comprenne déjà ce que c'est et comment on peut l'implémenter dans une stratégie de communication d'entreprise. Normalement, on doit voir les chats. Ouais, mais donc il veut, là, il veut pas. Hein. on est en train de se d'accord. battre. T'es d'accord avec moi là? Il veut pas. Il fait du. Et si tu appuies... Il boude. Ah oui. Non, il monte les slides, mais il a du mal à. Ah, super. Ben voilà. Ah, génial. Donc en fait, c'est bon. On a. Partager. Il faut. Alors normalement, hop. Ah non, zut. Voilà, ouais. Le chat est complet. Alors voilà, le chat est ouvert. Donc c'est pour vous, ça sera sur la droite. Voilà. Nous, il est sur notre écran, donc vous pouvez répondre à la question de Bemvinda sur votre, si vous êtes familier ou non avec le terme, avec ce qu'il y a derrière, ou pas, et puis poser des questions au fur et à mesure, du coup, au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Oui, non, mais peut-être. Voilà. Et alors, pas de... Voilà. Oui, ah, si, ok. Voilà, ok. On s'est un peu posé la question, mais est-ce que ça... Delphine. Ok, donc oui, ça veut dire que oui, j'en ai déjà entendu parler, je suis assez familière, mais peut-être que je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, je suppose que c'est ça. Et ben, l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment débuter avec le storytelling, de sorte que les personnes qui ont peut-être entendu parler de storytelling sachent concrètement ce que c'est et comment on l'implémente dans une stratégie d'entreprise. Alors, je vais essayer. Avec la flèche du... Hop. Pareil. Ce qu'on va voir, du coup, les points qu'on va aborder, ce sera en fait ce que c'est le storytelling concrètement. J'ai mis quelques exemples, mais c'est des exemples un peu de la vie courante, on va dire la vie de tous les jours. Comment les entreprises l'intègrent aujourd'hui et un petit guide pas à pas de comment raconter des histoires qui convertissent. J'allais vous mettre des ressources, mais les ressources, je vais vous les dire en fait à l'oral. C'est s'il y a des personnes parmi vous qui veulent approfondir le sujet, qui aimeraient lire des bouquins, par exemple, qui parlent de storytelling, c'est plutôt pas mal. Il y a des livres. Non, mais bien sûr qu'il y a des ouvrages de référence. Oui, alors il y en a francophones, après il y en a qui sont plutôt, c'est plutôt anglophones qui sont traduits. Alors il y a Sylvie qui nous dit oui, c'est également mon cas, j'en ai entendu parler mais je ne sais pas l'utiliser. Ok, bon, l'atelier en tout cas est fait pour ça. Je vais me représenter comme ça, je vais rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je m'appelle Bemvinda, j'aime me présenter comme une stratège en narration parce que les personnes qui font appel à moi se disent j'ai envie de raconter une histoire mais je ne sais pas par où commencer. Ou j'ai entendu parler du storytelling, je sais que c'est utile, mais je ne sais pas vraiment comment le faire pour ma boîte. Ou encore, j'ai envie de parler de moi, j'ai atteint un certain stade dans l'entrepreneuriat, ça peut être par exemple des mentors, des personnes qui ont déjà un réseau par exemple, et qui se disent en fait, j'ai un réseau, je fais du chiffre d'affaires, mais j'ai envie d'adopter une certaine posture. Ça, on l'appelle la posture d'inspiration, c'est-à-dire on quitte un certain niveau de monsieur, madame, tout le monde, et on aimerait avoir une posture d'inspiration, soit pour mobiliser les gens, créer une marque autour de soi, créer un lien assez particulier avec les gens qui nous écoutent. Donc moi, j'interviens vraiment sur ces thématiques-là. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Je vais changer les slides. Ouais, je te passe les slides. Tu me dis stop. Voilà. Super. Qu'est-ce que c'est concrètement le storytelling? Alors, je vais vous montrer juste en termes d'approche avec des exemples. Je ne vais pas rester sur des définitions qui sont assez théoriques. Bon, la définition commune, c'est le storytelling, c'est l'art de raconter des belles histoires. Donc, jusqu'ici, ça va. Ça veut dire qu'on va raconter des histoires et les gens qui disent en faire un art. Donc, je pense que c'est juste une belle manière de pouvoir raconter des histoires. Mais concrètement, c'est mettre une histoire au cœur d'un message, s'il faut vraiment l'interpréter comme ça. Alors, dans la tête des gens, le storytelling, c'est quoi? Hop. Tiens, attends. Hop. On va s'en sortir. Ah non, il faut qu'on soit 3 la prochaine fois. C'est officiel.
Je vais vous montrer après, enfin, Mm. c'est pas grave, mais ça, c'est Mm. un autre slide. Donc, je disais, pardon, je me suis un peu embrouillée, c'est que c'est l'art de raconter des belles histoires, ça veut dire de mettre une histoire au cœur d'un message. Mais ça, c'est la définition commune. Mais la vision que j'aimerais que vous puissiez adopter en fait à la fin de l'atelier, c'est que le storytelling, c'est une compétence. Ce n'est pas un art. Parce que un art, on a l'impression que c'est quelque chose, on est avec, tu vois, c'est vraiment Mm. réservé à une élite, le genre de personnes hyper créatives. Ça veut dire que bah, si tu n'es pas créatif, si tu peux pas le faire. Bien au contraire, c'est une compétence qui s'apprend déjà et puis qui va s'améliorer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, quand on voit je suis très branchée anglophone, donc je ne connais pas beaucoup les grandes figures francophones. Ah, Sarkozy, voilà. Ok. Bah, ouais. En termes Moi de perso, politique. voilà, après, il y en a qui vont dire qu'ils n'aiment pas Sarkozy, hein, mais Oui. moi, j'adore Sarkozy pour... non, mais moi, c'est le plus Le- grand orateur que j'ai connu Comme de la France. raconteur d'histoire. Ah oui, vraiment. Vraiment, et on va se dire que bah, lui, peut-être parce qu'il a fait Sciences Po, etc. Mais en fait, peut-être qu'il a fait Sciences Po, c'est sûr. Mais je crois que c'est au fur et à mesure, il a pratiqué justement pour arriver à parler comme ça. Donc pour moi, en tout cas, c'est une compétence qu'on peut apprendre et les entrepreneurs peuvent aussi apprendre à raconter des belles histoires qui convertissent les prospects en clients. Donc, tu nous dis qu'aujourd'hui, on n'est pas, même si on n'est pas un rédacteur hors pair Voilà. et quelqu'un de créatif, ou alors qu'on n'exprime pas sa créativité dans l'écriture, en tout cas, on peut devenir Exactement. Un conteur. Exactement. Okay. D'ailleurs, c'est l'objectif principal de mon podcast. C'est pour ça que je l'ai créé. En fait, c'est parce que je crois profondément que tout le monde peut raconter des histoires. On le fait déjà tous les jours, donc il n'y a aucune raison qu'on puisse améliorer cette compétence pour devenir un très bon orateur. Enfin, un bon orateur ou autre chose. Dans la tête des gens, faire du storytelling, ça apparaît comme ça. Le slide qui suit, hop. Ça. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui font du storytelling, il faut que ce soit un excellent speaker. Le genre de personne qu'on invite et tout, il nous a emporté, etc. Donc, bon, vous voyez déjà que ça trie énormément de personnes qui sont timides, les gens qui sont introvertis, on ne pourra pas forcément se présenter en public pour avoir des grands discours. Ou des écrivains, tu vois, tu parlais de rédaction tout à l'heure. Ah oui, mais je dis toujours écrit, c'est mon premier réflexe. Tout à l'heure et tout, on se dit, il faut écrire des beaux textes et tout, c'est quelqu'un qui a une plume. Moi, j'ai une plume, mais bon, s'il y a un de mes clients qui n'a pas cette plume, ça n'a jamais été une question de mots, c'est une question de contexte. C'est une question, c'est ça, c'est une question de vision, de contexte. Je répète ça à mes clients tout le temps. Ou on se dit, ça va être un grand acteur. Je ne sais pas, mon acteur préféré, c'est Brad Pitt. Je suis secrètement amoureuse de Brad Pitt. Non, on est toutes amoureuses de Brad Pitt. Ok, mais sauf qu'on ne le pique pas. D'accord, on se regarde. D'accord. Et donc, du coup, je me dis, si une personne n'est pas Brad Pitt ou Angelina Jolie, en fait, elle ne peut pas avoir un art de pouvoir raconter des histoires par des gestes, par un rôle, etc. C'est complètement faux. Les entrepreneurs, les gens normaux racontent des histoires tous les jours. Et donc, la réalité, c'est ça. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Ah zut, bon, j'ai déjà expliqué le fait que c'est réservé à une catégorie de personnes. La réalité, c'est ça. Qui sont les vrais storytellers? Les vrais storytellers, c'est un papa, par exemple. C'est une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est comme vous voulez. Un enfant qui joue, c'est un storyteller. En fait, ça veut dire que tout le monde, en fait, dans la vie de tous les jours et tout le temps, on raconte des histoires. Ok? Donc, vu comme ça veut dire que l'art de raconter des belles histoires n'est pas réservé qu'à une catégorie de personnes très créatives ou une élite, mais bien au contraire, tout le monde peut le faire. Alors, comment maintenant un entrepreneur, dans sa vie quotidienne d'entreprise, intègre cette vision-là? Il l'intègre par la communication digitale. On parlait tout à l'heure du digital, en tout cas. Il l'intègre dans les réunions et les formations, par exemple. La façon de tenir les réunions, même de former, voilà. Il l'intègre dans la cohésion d'équipe, dans l'accompagnement au changement. Donc, il y a un management tout autour de ça, et même les ressources humaines. Il l'intègre dans la prospection et la vente. Il l'intègre dans la création de nouveaux produits et services. Donc, je pense ici à la stratégie d'un lancement de nouveaux produits, par exemple. Même dans l'événementiel, comme disait tout à l'heure, du coup, Lucie. Alors, dans la communication, ce que j'essaie tout simplement de vous dire, c'est que les histoires, il ne faut pas le voir comme un truc
hyper sorcier. C'est juste un outil de communication qui va servir à diffuser un message. Dans la communication, moi, je suis beaucoup plus restée dans la communication digitale parce que je ne vais pas aller dans autre chose, mais je peux vous donner des exemples assez concrets. Pour la communication digitale, c'est juste la slide après. Mais par exemple, dans une réunion ou une formation, comment on peut raconter des histoires? En fait, dans ce cadre-là, les histoires, elles viendront pour contextualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu commences par un contexte avant de rentrer en matière. Lucie, tout à l'heure, quand elle se présentait, elle a contextualisé sa présentation de sorte non seulement de capter l'attention, mais d'adoucir. Je me rappelle, une fois, j'étais à Pôle emploi et du coup, je devais faire une présentation et j'ai dit, avant de vous parler d'un truc hyper sérieux, je vais d'abord vous raconter une histoire. Tout le monde a fait « Ah !» C'est trop bien. C'était en mode ouais, on se détend. C'était on se détend. Mais c'est vraiment un beau moyen de capter l'attention parce que dans la vie d'un entrepreneur, c'est aussi ça, c'est que la grosse problématique, c'est pas tant de pousser les gens, c'est-à-dire de manipuler, uniquement de diffuser une information, c'est non seulement capter l'attention, mais le plus important, c'est de montrer aux gens pourquoi ce que j'ai à vous dire est important. Alors, la cohésion d'équipe et l'accompagnement au changement, ça, il y a plein de choses. Enfin, ça peut être, vous changez, par exemple, totalement la direction de l'entreprise, vous allez refaire un rebranding complet, un changement de logo, etc. C'est comment vous expliquez aux salariés ce cheminement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans votre entreprise depuis très, très longtemps et du coup, vont se retrouver avec un nouvel horizon, de nouvelles couleurs, de nouveaux trucs. Et ça peut vraiment déstabiliser beaucoup de gens et se dire « Ah non, moi, je ne m'y retrouve plus ». Donc, raconter des histoires ou faire des travaux, des sessions de travail pour demander aux salariés de raconter leur propre vision. Oui, mais ça passe par la co-construction. Du coup. Exactement. On ne fait pas ça tout seul dans son coin. Non. Mais ça me rappelle, il y a eu 2 histoires un peu marrantes de storytelling raté. Il y a eu la région Rhône-Alpes quand elle a modifié son logo. Non, mais parce qu'ils ont fait un gros travail assez chouette en fait, de modification. Et en fait, très rapidement, ça n'a pas été expliqué à l'époque parce qu'on n'en était pas là. On ne pensait pas comme ça. Et c'est vrai que le grand public a un peu tiqué. Le logo a été beaucoup détourné. Et il y a eu le France Télévisions. Quand ils ont refait toute leur charte graphique aussi, où effectivement, là, ce n'était pas en interne, mais c'était en externe, où en fait, on n'a pas raconté l'histoire. Et du coup, ça donne... des fois, ça va créer des tensions. Alors là, je parle de grosses structures, on n'est vraiment pas dans la start-up, mais des fois, ça peut aussi être un vecteur de... expliquer quelque chose, raconter l'histoire de pourquoi on fait les choses, simplement pour désamorcer les tensions. C'est ça. Et c'est ça ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment pour diffuser un message et faire en sorte que les gens comprennent pourquoi c'est important. Donc, la prospection et la vente, etc. Alors, moi, je vais beaucoup rentrer sur la communication digitale parce qu'on est à l'ère du digital, d'autant plus que l'année 2020 nous a prouvé, en tout cas, qu'il était temps d'investir un gros panel de notre façon de communiquer dans le digital. Dans la communication digitale, comment on peut faire ça? On peut être sur les réseaux sociaux. Tu reconnais? Oui, j'adore. Oui, je suis fan. On peut être sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire qu'on peut raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Je pense ici à Facebook, je pense ici à Instagram. Instagram est vraiment le lieu dans lequel beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui communiquent peut-être à titre personnel ou peut-être même titre d'entreprise s'ils vendent des produits et des services, par exemple, ont le libre choix de à la fois écrire des légendes, parce que c'est ça, c'est tout ce qui est écrit en bas, tu sais, un aperçu de la sous le champignon exactement rouge. Et à la place décider de raconter une histoire. Alors là, encore une fois, je ne parle pas, c'est pas une question de mots, c'est une question de juste parler, d'être assez sincère. Et c'est ça où les gens se perdent et se disent il faut que je sois hyper... C'est beau d'avoir une belle plume, c'est très bien, ça a toujours été bien vu. Mais le problème avec ça, c'est que des fois, à force de vouloir être parfait, il y a vraiment un truc qui arrive pas à emporter les gens. C'est la sincérité et c'est l'authenticité. Des fois, juste nous dire comment ça va, c'est un exemple bateau, comment ça va, c'est mieux que de nous dire que voilà, ce matin, je me suis levée, j'ai vu des roses, etc. On s'en fout, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Et on peut même l'utiliser dans les lettres d'information, les newsletters. Il y a un bel exemple de Levi's. Moi, c'est le mail que j'ai toujours gardé, que je garde avec moi tout le temps. Quand j'avais acheté un jean chez eux, j'ai reçu une newsletter, du coup, une lettre d'info, où il m'expliquait en fait le jean 501. Il paraît que c'est un jean mythique et toutes les personnes qui ont déjà acheté un jean chez Levi's connaissent le jean 501.
bon, vous pouvez lever la main en disant je plaide coupable. Moi, perso, je ne connaissais pas du tout, je savais pas. C'est un joli jean. Bah oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai découvert en fait l'histoire que ça date de depuis, mais vraiment très très longtemps ce jean. C'est écrit 141 années plus tard, il n'a jamais été aussi séduisant. Donc du coup, qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que à la fin, non seulement je suis allée lire, mais en fait, je me suis dit, en fait, j'achète vraiment un produit qui existe depuis très longtemps. C'est pas pour ma culture G, mais j'ai l'impression d'appartenir en fait à une entreprise qui a de l'importance pour des choses qui durent. Et pour mes valeurs, c'est très important. Tu portes une histoire, du coup. Exactement. Je ne porte plus qu'un simple jean, que d'ailleurs, dont je ne connaissais pas du tout l'histoire. Ouais. Je porte tout un concept, je porte toute une histoire, je porte des valeurs, en fait. Et ça, c'est le plus important. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, les newsletters, ça peut être des podcasts, ça peut être plein d'outils du digital également que vous pouvez utiliser pour pouvoir raconter des histoires. Des images aussi. Des images, une photo, une photo dit tout, une charte graphique, enfin bref, on peut exprimer, mais vraiment de plusieurs manières. Alors, par où commencer? Parce qu'on me dit, oui, j'ai entendu vaguement parler, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Alors, je ne sais pas l'utiliser. Là, je viens de montrer que si vous êtes plutôt dans l'optique d'investir dans le digital, vous avez plusieurs manières de le faire sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, tu sais, à la présentation à propos. Moi, c'est vraiment l'endroit, je pense, j'ai beaucoup fait ça pour mes clients de pouvoir rédiger leur page à propos. Parce que déjà, c'est la deuxième page la plus visitée d'un site internet. Donc, on évite un peu les présentations du style « Salut, moi, je vais vous proposer ça ». Non, on va vraiment montrer, on va avoir une vraie identité verbale et montrer vraiment à la personne que là, OK, tu rentres dans mon univers et je te montre ce que je sais faire, OK, qui je suis, ce que je propose et où est-ce qu'on va. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en tant qu'indé. C'est un peu plus facile parce qu'on a l'habitude de faire de la communication interpersonnelle, mais je parlais de la région, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un gros groupe, ça peut être dans l'industriel, dans le B2B, dans le B2C. Tout le monde. Tout le monde peut s'approprier cette technique-là, on est bien d'accord. Ouais. On est parfaitement d'accord. Même les e-commerce, tu vois, parce que là, du coup, on parle que de... Voilà, même le e-commerce, tout le monde peut faire ça. Alors, par où on commence, du coup? Alors, la première des choses, si vous voulez avoir une communication qui soit authentique et qui illustre en fait votre réelle personnalité, parce que c'est ça le but en fait de pouvoir raconter des histoires, c'est non seulement créer de l'empathie, créer du lien avec les personnes qui viennent vers vous, que les personnes savent qui vous êtes en fait, parce qu'on fait du business avec les gens, on fait du business avec des humains. En fait, votre entreprise est là pour représenter les produits, les services et encore plus votre personnalité. On aimerait des fois découvrir qui est la personne derrière ou simplement les produits, en quoi ils me sont utiles. Donc, je disais tout à l'heure, si on fait du storytelling, c'est pour montrer l'importance, pourquoi les gens devraient s'en soucier, avec de l'explication, comme on disait tout à l'heure. Alors, pour faire ça, pour que ce soit très efficace, le premier pas, c'est de comprendre son client idéal. Tu me diras, c'est la base de toute communication. C'est vrai, quand on fait un truc, il faut déjà comprendre les gens, il faut déjà s'intéresser aux gens avant qu'ils puissent répondre. La base. Donc, pour ça, il faut créer de l'empathie. Vous avez plusieurs méthodes pour connaître son client idéal, j'en suis sûre. Enfin, vous en avez déjà entendu parler, tu sais, la méthode des personas, la méthode des non, mais c'est les personas. Oui, les personas. Après, avant, vous avez l'étude de marché qualitative. L'étude de marché, etc. Mais en fait, le petit problème, alors, c'est pas le petit problème. Pour moi, je me dis, c'est un très bon procédé pour commencer. Déterminer qui est son client idéal. Déterminer, pas seulement les aspects physiologiques du style, son âge, le sexe, qu'est-ce qu'il fait, etc., ses habitudes, mais on va aller sur vraiment ses envies profondes, ses aspirations. Qu'est-ce qui ne le fait pas dormir la nuit, par exemple? C'est quoi ses préoccupations profondes? Aller vraiment au-delà avec des aspects psychologiques, mais le plus simple, c'est, je vais vous donner en fait à la fin, moi j'utilise beaucoup une plaquette qu'on appelle la matrice de l'empathie. C'est vraiment se baser sur ce que les gens font, ce que les gens pensent, ce qu'ils disent, en fait. C'est vraiment se baser sur leur réalité. Ouais. Mais je sais que dans l'événementiel, moi, il y a une phrase type au-delà, parce que c'est un peu, des fois, c'est un peu besogneux de me dire j'ai un type d'entrepreneur parce qu'ils sont tous très différents. Mais par contre, il y en a assez rapidement, il y en a comme toujours qui disent l'événementiel, ça sert à rien.
Ah bah, J'ai c'est bien toujours, dommage parce voilà, et que surtout, c'est ceux-là, ces personnes-là, c'est ce qu'on entend, ça sert à rien, ou comme je vous disais au départ, ça coûte cher, ça prend du temps, c'est pas rentable. Et donc, c'est avec ces freins-là qui ont été, on va parler de freins ou de points de résistance, de points de douleur. Vous entendrez parler de points de douleur. En fait, c'est ce point de douleur-là que je dois aller chercher exactement, pour les résoudre et puis pour chez les les personnes. apaiser. En fait, c'est ça, c'est Mm. comprendre la personne qui est en face de nous. Ça nous permet de pouvoir créer une empathie, une marque d'entreprise empathique. C'est pas une marque gentille, c'est une marque qui fait attention à ce que son client veut. Intéressez-vous aux gens et les gens, ils parleront de vous d'eux-mêmes sans que vous ayez à les payer, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. C'est parce qu'ils ont l'impression d'être compris. C'est l'essentiel. On est là pour servir. Moi, c'est vraiment comme ça que je me positionne en tant qu'entrepreneur. Je suis venue répondre à un réel besoin parce que c'est des humains, c'est des gens qui ont des préoccupations. Donc, je suis là pour leur apporter une solution, leur faire gagner du temps, leur donner confiance en eux. Je ne sais pas, qu'ils puissent avoir une posture beaucoup plus intéressante, beaucoup plus inspirationnelle, qu'ils puissent être apaisés, qu'ils puissent être détendus. Donc, tout ça, vous êtes là pour aider. La deuxième étape, c'est de pouvoir peaufiner son offre en fonction des besoins que vous aurez justement identifiés auprès des clients. Ça, jusque-là, tout est vraiment assez logique. Et la troisième phase, c'est de raconter ce parcours. C'est comme ça que les histoires convertissent. C'est parce que vous arrivez à décrire exactement non seulement les besoins ou bien les croyances, oui, les croyances, les points de douleur, les envies profondes de vos clients, et maintenant vous insérez votre produit dans le processus de recherche de solutions de votre client. Et quand vous racontez tout ça, les gens se sentent concernés et les gens arrivent à dire, mais en fait, c'est le produit qu'il me faut parce que non seulement il est utile, mais parce que cette personne en face de moi, l'entrepreneur, m'a réellement montré pourquoi il est utile. Alors du coup, oui, si je dis pas de bêtises, moi ce que je fais, mais peut-être que c'est pas assez complet, je pars d'une problématique générale. Donc voilà, il y a telle problématique, où je raconte un truc rigolo en disant il m'est arrivé ça, au secours, en partant d'un point de douleur que peuvent rencontrer plusieurs personnes, en tout cas les personnes que je cible. Ensuite, j'explique quelle serait la solution, comment on pourrait arriver finalement, voilà, quelle aventure on pourrait vivre pour que ce point de douleur-là soit apaisé. Et après, on va dire, voilà, en plus, j'ai une super solution qui s'appelle mon produit, mon service, dénouer finalement l'aventure en arrivant à la fin de la quête. Alors, j'utilise des mots un petit peu non, mais je comprends. romancés. Et il ne faut pas s'arrêter là. En fait, voilà, c'est vrai pour moi. Tu viens de dire, ça c'est bien, mais c'est vraiment pas tout. C'est pas suffisant. Je crois qu'il y a vraiment un schéma. Alors, j'ai pas voulu présenter parce que j'avais pas non plus beaucoup de temps au niveau de la présentation. Sinon, je serais allée dans beaucoup de détails. Par contre, j'ai demandé à Elsie de vous envoyer, en fait, si vous le souhaitez. Enfin, normalement, on devait travailler en groupe, mais on n'aura pas forcément le temps pour le faire. Donc, j'ai préparé pour vous la matrice de l'empathie qui va vous permettre de réfléchir un peu à ces aspects-là. Donc, vous l'aurez. Mais c'est un cycle, en fait, si tu veux. Tu vas commencer par l'état actuel de tes clients. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ressentent actuellement. OK. Ensuite, au fur et à mesure, tu vas te dire, bon, mon client, il ressent telle chose. Quelle est sa situation idéale? Deuxième step, tu vois. Sa situation idéale, c'est qu'est-ce qui lui ferait rêver? C'est vraiment le truc où, franchement, j'aurais ça. Mon problème, il serait résolu. Troisième étape, on va passer à maintenant, mon produit va s'insérer dans le processus dans le sens où il apporte tel soulagement à mon client, telle autre chose, telle autre chose. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter juste à la solution qu'on apporte. Il faudrait se plonger sur les résultats tangibles et intangibles. Ça devient hyper intéressant. Tangible, c'est quoi? Genre, je vais te faire gagner de l'argent, mon client, il aura 500 € à la fin du mois, exemple. Tu vois, je suis coach business, je suis coach en organisation. Ça veut dire qu'à la fin du mois, mon client, il va arriver à mieux s'organiser, mieux gérer ses projets. Mais de manière intangible, qu'est-ce que mon client a? Un soulagement, le fait qu'il peut prendre en main en fait ses propres projets, le fait qu'il puisse aussi se dire l'organisation, c'est pas que réservé à d'autres personnes, donc moi aussi, je peux être bien organisée. Donc, en fait, dans la société, je serais vraiment vue comme une personne organisée, youpi. Parce que, bon, moi, je connais quelque chose dans l'organisation. J'ai dû me former à ça. Parce que c'était trop. Je sais pas de quoi tu parles. Voilà. Mais voilà, c'est
le côté tangible où on a le résultat tout de suite et le côté où on ne voit pas en fait les choses, mais ça procure une espèce d'accomplissement personnel, tu vois. C'est vraiment le truc où j'ai une autre satisfaction. Et dès que vous arrivez à décrire ces aspects-là tangibles, dire il a autant, il a telle autre chose, et après ce côté qu'on ne voit pas, c'est là où vous arrivez à toucher la personne parce que c'est souvent ce que le cœur comprend qui D'accord, arrive oui, parce que moi, à convertir. je vois ton tableau, je le connais, et du coup, ouais. Ça sera très, très clair avec on vous le présente, hein, le tableau, et puis on vous l'enverra, je vous le mettrai en lien dans un mail. Bon, moi, je parle un peu comme si j'étais poète, mais bon, j'espère que c'est assez compréhensible. Alors, parce que mais toi, tu es une raconteuse d'histoire. C'est ça. Voilà. Mais je sais pas, j'espère que c'est assez clair. Donc, dites-nous quand même dans le chat si c'est bon, si c'est compréhensible, si c'est pas trop beau et trop... Comme toutes les personnes qui font de la peinture peuvent faire des choses très chouettes sans être Picasso. Voilà, donc c'est vrai. Alors, c'est vraiment ça l'objectif en fait du storytelling, c'est avoir plus qu'un simple business. On va quitter l'étape où je suis là pour par exemple, je suis consultante en organisation. Je garde cet exemple parce que du coup, je l'ai pris. Très clair. Oh, super. Franchement, alléluia. En mode, je suis consultante. Merci, Karine. je suis consultante en organisation. Donc, à la fin, mon client arrive à avoir, il arrive à avoir des projets en temps et en heure, respecter ses deadlines et même préparer les mois à venir avec d'autres projets. Mais il se sent soulagé. Il change de jargon. C'est plus « je suis débordé », mais en mode « je maîtrise ». Ça, c'est des choses qui... Et ça fait rêver parce qu'on se dit, déjà, vous arrivez à capter l'attention du fait que vous dites, mais voilà ce que je vous donne, voilà ce que je vous donne. Et en plus, il y a cet aspect, en fait, qui est intimement lié au cœur parce qu'on se dit, c'est un truc que j'aimerais être, c'est quelqu'un que j'aimerais être ou c'est un truc que j'aimerais avoir. Vous captez l'attention et vous faites adhérer parce que c'est exactement ce que les gens veulent. Vous arrivez à convertir cette personne parce qu'elle est convaincue, mais vous ne changez pas votre façon d'être, vous ne changez pas vos procédés. Vous êtes vous. Vous arrivez à être empathique parce que du coup, la personne sent que vous la comprenez. Vous avez décrit sa situation initiale, son cheminement, elle voit que vous comprenez. On est bien d'accord que empathique, ça ne veut pas dire être gentil. Ça ne veut pas dire sympathique. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est pas du tout ça. Empathique, une marque d'entreprise empathique, c'est une marque qui fait attention aux croyances, aux besoins, à tout ce que les gens se disent. C'est pour ça qu'il y a la matrice que j'ai proposée pour qu'on rentre vraiment pour que les gens prennent le temps de se poser et se dire, OK, right, du coup, dans mes clients, ils font quoi? Ils disent quoi? Ils pensent à quoi? C'est vraiment ça. Dès lors que vous faites attention à leurs moindres besoins, c'est sûr que vous allez trouver plein de réponses, plein d'offres. Et les offres, elles vont tellement correspondre à leurs besoins que vous allez d'ailleurs même les anticiper parce que vous les connaissez tellement. D'accord. Donc, en gros, c'est la culture du service poussée à l'extrême. Exactement. C'est le customer care plus. Je sais pas, les anglophones disent ça. Oui, moi, ça s'utilise quand même pas mal maintenant. Aussi, oui, voilà. C'est très bien. Alors, le dernier point, j'arrive pas à le lire, mais alors, pour juste non, expliquer. Je bouge le chat. Voilà, je l'ai dit en fait. Voilà. C'est que oui, voilà, c'est ça. J'ai dit que du fait que vous arrivez à les comprendre, que vous arrivez à raconter leur histoire, parce que là, du coup, vous racontez leur histoire. Il y a bien une différence entre raconter l'histoire de votre client et la vôtre. Je vais y arriver. Vous racontez l'histoire de votre client, ça veut dire que vous l'insérez. Vous l'insérez dans un parcours où vous arrivez à le comprendre, à décrire ses besoins et à proposer des services qui sont adaptés à ce besoin. Des besoins qui sont tangibles et intangibles. Maintenant, quand vous dites que vous racontez votre histoire, parce que vous êtes chef d'entreprise et vous vous dites, j'ai envie de créer une marque autour de moi, c'est ce qu'on appelle le personal branding, j'ai envie de créer une marque autour de moi où j'ai envie que quand on me voit, les gens, pas même forcément, mais se disent que j'ai pris entre deux prestataires, je préfère l'autre. Qu'est-ce qui fait que vous faites pratiquement la même chose que l'autre? En fait, vous avez les mêmes procédés, vous venez peut-être même de la même école ou du même, du même lycée. Par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on vous choisisse vous et pas l'autre? Parce que c'est vous. Parce que c'est vous, c'est parce que vous arrivez grâce à votre communication. Et si vous utilisez du storytelling en parlant de vous, en bien parlant de vous, déjà, en parlant de vous, vous arrivez à créer de l'empathie et du lien.
C'est ça, en fait, le storytelling. C'est ce que Mais on ne ça... raconte pas sa vie dans le Non, détail. Hein, il y a une différence entre raconter sa vie. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Non, moi, je dis toujours que ma liberté s'arrête où la tienne commence. Mais en fait, il faut juste se dire, est-ce que ce que je partage est utile, en fait, à ma communauté? Parce que c'est bien que tu me racontes telle ou telle autre chose. Je suis désolée pour toi ou je suis très heureuse pour toi. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? Oui. Et alors c'était Alexandra Martel, hein, je crois, qui expliquait que quand on raconte une histoire personnelle, l'idée c'est pas de, on peut raconter son histoire, mais fallait faire attention à ce que les points de tension de l'histoire correspondent aux points de tension que va vivre le client potentiel. Et c'était un peu, et je trouvais cette idée hyper intéressante. Ouais. Parce qu'il y en a qui s'emballent un peu dans tout ça et c'est là où... On ne raconte pas n'importe quoi. Voilà, on va aller chercher le point de tension que le client va vivre avec nous. Oui. Et le truc, c'est que, tu vois, il y a un jargon qui se dit, en fait, montrer votre vulnérabilité. Les gens ne comprennent pas, ça veut dire quoi, montrer sa vulnérabilité. Les gens pensent que montrer sa vulnérabilité, c'est être faible, c'est faire pleurer, c'est être tristouné, etc. C'est pas du tout ça. Montrer sa vulnérabilité dans le langage, je veux dire, dans vraiment le terme technique du storytelling, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques de raconter quelque chose qui forcément ne va pas plaire à tout le monde, ou même des fois va provoquer un certain rejet. Ok ? En gros, oh non, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette personne ? C'est bon. Mais dans la vie, c'est un peu ça, c'est on teste. Donc, être vulnérable, c'est s'exposer en fait au fait que tu sais que ce que tu vas dire, même si ça correspond à ton client, peut-être que ça ne va pas être bien reçu, mais tu le fais parce que c'est important et parce que tu dois montrer que c'est important pour lui. Exactement. Il y a une influenceuse LinkedIn qui est excellente là-dessus, qui s'appelle Roselyne Laloupe, qui fait de la ressource humaine. Elle est recruteur et en fait, elle s'est positionnée comme quelqu'un zéro langue de bois. Donc régulièrement, pas mal de gros mots sur ses posts. Donc après, il y a ça ne m'étonne pas. Puis après en France, des fois, on n'aime pas trop, tu sais, le côté quand sortir de la littérature conventionnelle. Donc déjà, ça choque vachement, mais c'est super classe. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Et puis elle prend des positions où des fois, on se dit non mais Roselyne, t'as déconné quoi. Et en fait, elle a créé un tel buzz autour de son projet que les gens qui ont besoin, elle a capté des clients qui lui ressemblent. Au final, elle est Top Voice LinkedIn cette année, et les gens adorent elle s'expose complètement. Elle s'expose et il y a des gens qui la détestent mais qui continuent d'être là et d'alimenter. Exactement. Et comme des gens qui la vénèrent. Moi, je fais partie de ces gens qui trouvent que pourtant j'ai pas besoin. Elle est incroyable. J'ai pas besoin d'avoir un recruteur RH dans mes claques, mais je l'adore. Et tu la connais même pas. Non. Mais tu préfères la suivre. Mais 2 fois où on a discuté en commentaire, j'étais trop contente. J'étais trop fière. Donc voilà, c'est souvent aussi ce qui fait que ça mobilise les gens autour de nos projets, autour de nous d'ailleurs, en tant qu'entrepreneurs. Voilà. Bon, pour finir. Il veut pas. Hop, voilà. Ce que je vais vous demander, donc là, parce que j'ai fini ma petite présentation qui était assez brève, c'est de pouvoir travailler dans un premier temps, si vous voulez commencer à raconter des histoires, c'est de travailler sur l'empathie de votre marque d'entreprise en vous servant de la matrice de l'empathie que j'ai pas dit, voilà, donc ça ressemble à ça. Super. Donc je vous la mettrai en lien dans un email derrière en téléchargement, en lien, on verra comment ça s'organise. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions très rapides pour que je puisse les prendre et clôturer ma petite présentation. C'était vraiment pour débuter avec le storytelling. Ouais, mais tu as déjà bien déblayé et fait tomber pas mal de barrières, en tout cas, enfin de préjugés, pardon, pas de barrières. Ce qu'on se disait quand on a préparé ce workshop, c'est que bon, le côté je suis un héros à qui il arrive des malheurs et puis qui doit trouver une solution et partir dans une quête, c'est un peu réducteur. Et puis oui, et puis on ne comprend pas vraiment comment on peut l'intégrer dans une entreprise, tout ça, enfin, au quotidien d'un chef d'entreprise. Il n'y a pas tout ça. On n'est pas dans Disney, quoi. Non. Tu vois. Et du coup, je me suis posé cette question après, me dire, bon, il y a la théorie que tu nous as montrée, il y a ce que je connais de ton travail, les influenceurs que j'aime, etc. Mais c'est beaucoup de personal branding. Et j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, alors pour recentrer sur l'événementiel, vraiment, comment on peut utiliser ce que tu viens de nous dire dans la communication événementielle. Alors donc voilà, là on vous redonne le site de Bemvinda qui est Limbola, www.limbola.com, où vous aurez plein
plus d'infos sur elle, sur son parcours, ce qu'elle propose et comment elle peut vous accompagner à justement, parce que se faire accompagner, on le dit pas assez souvent, c'est hyper important parce que comme voilà, on n'est pas tous des Picasso à faire des trucs assez incroyables à l'âge de 10 ans. Et se faire accompagner par des pros dont c'est le métier, c'est super important et ça permet de gagner du temps et d'être plus efficace. Et puis derrière, on va parler argent quand même, parce qu'il faut mettre des pattes dans l'eau qui bout. Donc, c'est hyper intéressant quand on a une entreprise, voilà. Même dans un service com, etc. Alors, comment adapter votre plan de com? On l'a traité dans le workshop, le workshop précédent, donc, qui était digitaliser votre événement d'entreprise. Donc là, je vous invite à le revoir sur YouTube. Je vous enverrai également le lien dans un mail. Moi, je voulais aller très concrètement dans vous donner des pistes, en fait. Alors, je prends des notes. J'ai pris des notes pour une fois pour être sûre de bien tout vous dire. Alors là, c'est des pistes que j'ai travaillées, vraiment très orientées B2B, parce que je travaille essentiellement dans le B2B, même si vrai aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui nous suivent aujourd'hui, qui sont dans le B2C, avec qui on a déjà pas mal bossé. Mais là, donc, c'est des exemples qui sont événementiels B2B, avec un usage LinkedIn, et je vous montrerai après aussi des formats et des outils pour vous aider à créer justement des histoires et pas que... voilà, pour que ça soit très concret pour vous. Sachant que quand on parle communication digitale sur les réseaux sociaux, on a quand même 3 objectifs de comportement qui sont créer et animer une communauté, donc faire aimer, faire connaître, fidéliser les gens. On a pour objectif de créer du lien vers son site internet, parce que c'est quand même là où va se passer le cœur du business et va pouvoir s'exprimer. Vous allez pouvoir déployer le plus d'informations possible et de l'information qui va rester. Et puis, on a aussi quelque chose qui est très important, c'est que dans une publication, il y a un call to action. Voilà. Il va y avoir dans ces publications un objectif de faire bouger les gens, de faire agir. Donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on garde en tête. Alors, il y a 2 façons de participer, il y a 2 façons d'aborder l'événementiel. En tout cas, je les ai regroupées. Il y a « j'organise un événement ». Donc, ça peut être un séminaire, ça peut être un salon. Là, dans le public, je sais qu'il y en a qui organisent des salons. Ça peut être « j'organise un séminaire pour mes clients », pour mes fournisseurs, pour mes prospects. Ça peut être « j'organise un workshop, un atelier, etc. » Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir communiquer, mais alors est-ce qu'on va forcément dire c'est super, on a ouvert les inscriptions, pensez à venir? Non, on va aller un petit peu plus loin. On peut utiliser des thématiques. On peut par exemple mettre 10 bonnes raisons de participer à mon événement. Voilà, tout ce qui va être chiffres clés, présentation du programme, speaker, exposant, mais pas juste un lien en renvoyant vers une fiche ou un compte LinkedIn. On va, comme le disait Benvinda, on va raconter l'histoire. On va dire d'où vient cette personne, à quelle problématique, à quel point de douleur elle essaye de répondre et à quel moment je vais pouvoir la rencontrer dans cet événement-là. Pour donner envie d'y participer et évidemment dire inscrivez-vous. Surtout, renvoyer sur le lien. Pour les voilà. Tu sais, pour les speakers et les exposants, c'est vraiment important. Alors, il y a deux choses. C'est que les speakers et le programme, je mets ça un peu, ça fait partie. Le speaker et le programme, c'est de l'information que le salon va faire descendre vers son public, qui est hyper importante. Parce que quand on valorise un speaker, de toute façon, il aura envie de revenir l'année d'après. Et puis, lui, il va faire du business. On va être dans du co-business. Donc là, il y a tout intérêt à faire de l'échange, comme on fait aujourd'hui. Voilà. Et quand je dis présenter les exposants, pour moi, c'est d'autant plus important. Alors, les exposants, si on se met dans un contexte de séminaire qui est peut-être plus courant pour les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui, je vais repartir sur l'exemple, sur un projet que j'ai conduit en fin d'année dernière. C'était sur du logement social. C'était une semaine dédiée au logement social. Donc, on avait des cycles de conférences tous les jours de 2 ou 3 heures à propos de problématiques de logement social. Donc, présenter les participants qui sont soit des personnes de l'entreprise, là, on va être dans la valorisation des personnes avec qui on travaille, soit présenter les intervenants, donc les fondations, la Fondation Abbé Pierre, on avait Emmaüs, on avait plein des associations locales, etc. Donc là, c'est au fur et à mesure que les gens viennent participer, de dire on est super content que telle personne nous ait rejoint. Ça va vous permettre, tout simplement, si vous commercialisez des prestations, ça va vous permettre de faire monter le prix de vos prestations parce que vous donnez plus de services aux personnes que vous captez. Et si c'est des événements gratuits,
on va être encore une fois dans la co-construction et on va atteindre cet objectif de créer une communauté et de fidéliser autour du projet et de se garantir que les personnes vont venir. Parce que inscrit ne veut pas dire participant dans le digital. Voilà. Donc après, voilà, il y a les chiffres clés. Il y a un outil qui est très, très sympa, là, qui fonctionne bien en ce moment, c'est des sketch notes de la facilitation graphique pour animer les réunions, mais dont on peut servir a posteriori pour synthétiser la réunion et donner du contenu. Donc, je crois qu'on a quelqu'un avec nous qui fait ça. Après, on va avoir tout ce qui est pendant l'événement, donc les lives sur les réseaux sociaux. Même sur LinkedIn, on peut paramétrer, voilà, on peut faire des lives. Il y a des personnes qui en font régulièrement. Surtout proposer des replays. Donc voilà, le digital, la particularité du digital, c'est que ça crée du contenu qui peut être disponible sur de la très longue durée. Et donc les gens, le sachant, ne viennent pas toujours et vont consommer plus tard au bon moment pour eux ce que vous pouvez leur proposer. Et puis après, surtout, quand on est en phase de finalisation de l'événement, tout ce qui va être remerciement. Pas « merci les gars d'être venus nous avoir rencontrés ». Non, on a vécu une expérience intense, on a vécu ça, il s'est passé ça. Merci d'avoir été à nos côtés. Donc toujours, comme disait Benvinda, voilà, contextualiser, mettre l'émotion, mettre le point de tension au cœur du sujet et puis en profiter derrière et puis avoir après cette réalisation qui va apaiser le point de tension. Même dans les remerciements. Voilà, c'est important de dire, c'est important de les mettre en forme. Alors, il y a une chose, j'organise un événement, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que là, on a parlé d'événements publics, et puis la majeure partie des événements qu'on organise, c'est des événements privés pour les salariés, voilà, ou qui sont pas dédiés à être rendus publics avec des replays, avec des lives, etc. Donc, comment je fais? Est-ce que, malgré tout, j'ai besoin de communiquer sur les réseaux sociaux sur un événement privé? Eh bien, ma réponse, oui. On a eu la question cette semaine avec un de mes clients, qui me disait, mais si je fais un événement pour mes clients, je ne vais certainement pas aller dire à mes concurrents que je le fais. Bah si, on ne les invite pas. Mais en fait, on s'en fiche du concurrent. Ce qu'on a besoin de dire à vos clients potentiels, c'est que vos clients actuels, on les traite bien et on leur propose de la valeur ajoutée. Donc, c'est hyper important, en fait, de montrer ce que vous faites, même si c'est vraiment privé. Si c'est un événement interne, si vous organisez un événement en interne, c'est hyper important de pouvoir informer les salariés. Après, on ne va pas être sur du LinkedIn, mais tu le disais, la newsletter, le journal d'entreprise, l'affichage en salle de pause quand c'est le moment. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais voilà, informer, expliquer la valeur ajoutée de l'événement et mobiliser, fédérer les personnes autour de votre projet. J'en ai déjà parlé. J'ai un exemple sur lequel j'ai travaillé, c'est qu'en ce moment, c'est la grande période des formations sauveteurs secouristes au travail. Donc, il y a tout dans toutes les entreprises. Et c'est un événement en soi, hein. C'est des formations sur lesquelles on va avoir plusieurs personnes, sur lesquelles il y a de l'organisation, il faut trouver un lieu, il faut trouver un intervenant, il y a une certification, ça peut être un événement en soi, ça peut être pris comme tel. Et ben, pourquoi communiquer en interne sur ça? On va dire, bah voilà, c'est un événement de la vie de l'entreprise. Et bien, c'est pas qu'un événement de la vie de l'entreprise. Parce qu'on peut ça peut permettre de montrer aux salariés que vous respectez la loi, que vous êtes soucieux, en fait, justement de leur bien-être et de leur sécurité. Vous faites connaître et vous valorisez les personnes qui sont volontaires pour devenir sauveteurs secouristes au travail. Vous valorisez l'intervenant, la personne que vous avez choisie pour faire cette formation, qui derrière il y aura un effet de recommandation ou nécessairement qui va se faire. En tout cas, on va parler de vous a posteriori. Et ça va, je vais employer un gros mot, mais ça va aussi vous permettre de travailler la marque employeur. De dire, voilà, moi, mes salariés, c'est bon, ils ont fait la formation. On va pouvoir avoir cette approche-là. La deuxième façon, dans les grandes lignes toujours, de participer à un événement, c'est je participe à un événement. Donc là, on n'est plus dans une posture d'organisateur, mais donc de consommateur de l'événement. Donc, pour moi, l'idée, par exemple, sur un salon, je reprends mon exemple du gros salon international, c'est vraiment de dégommer le traditionnel save the date, rendez-vous sur le stand Intel de machin, de trucs, du temps au temps à Las Vegas. Déjà, il y a 3/4 de votre carnet d'adresse qui n'ira pas à Las Vegas, donc ça énerve. Mais c'est vraiment de créer. C'est super intéressant, mais vos clients, ils le verront. En plus, sur LinkedIn, ils ne le verront pas, ça va être insupportable. Donc, l'idée, vous le faites, mais même dans une newsletter, leur dire rendez-vous sur le stand.
attendez, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. En plus, sur les salons digitaux, il n'y a plus de place au hasard, il n'y a plus de place à la déambulation, au sensoriel. Donc, c'est hyper important de créer quelque chose avant et des opportunités de vente. Voilà, là, on va commencer à parler d'opportunités de vente. Donc, pourquoi je participe au salon ? Voilà, je raconte un contexte qui m'a permis de lancer un nouveau produit, les besoins de mon marché qui ont évolué, j'ai une démarche R&D, j'ai une idée de génie. Voilà, donc j'ai envie. Donc, je vais sur ce salon-là parce qu'il s'est passé ça dans mon histoire. Il y a aussi les valeurs au sens large de l'entreprise. Oui. Par exemple, si je suis consultant, mais que je vais sur un salon, je suis consultante en communication, puis je vais aller me balader sur le salon du zéro déchet. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, pourquoi j'ai sur ce salon ? Je ne vais pas dire je vais chercher des clients, c'est hyper évident. Mais je vais aller chercher des clients parce que en fait, le zéro déchet, c'est une démarche hyper importante dans laquelle je crois. Exactement. C'est un exemple, voilà. Donc, c'est quand on croit qu'on n'a rien à dire, en fait, on en a vraiment plein de trucs à raconter. Et ça ramène à mon expérience personnelle parce que finalement, je raconte mon histoire et mes valeurs, mais dans une dynamique commerciale. Il y a les teasers produits. N'hésitez pas à montrer les produits. Alors, sans dévoiler, les mettre à poil. Montrer vos produits. Se dire, tenez, si vous êtes intéressé, on prend rendez-vous pendant le salon. Je vous envoie une fiche produit, je vous envoie mon catalogue. Et puis, voilà, on crée des opportunités commerciales. On peut créer du contenu à télécharger. On en parlait en début de stratégie de contenu et d'inbound. En fonction de la maturation de votre prospect, c'est le moment de lui proposer des vidéos, de dire je vais sur salon, regarde ce qui se passe, je te présente mes fournisseurs, je te présente mes salariés. J'ai un livre blanc, j'ai une démo, lis-le avant, viens, j'ai envie de te voir. Voilà, donc des prises de rendez-vous, des opportunités commerciales, les coulisses. Les gens adorent les coulisses. Si vous avez un chat dans votre entreprise, vous prenez un chat, les gens adorent les chats. Non, mais c'est quand on n'a rien à dire, on met un chat ou un bébé ou une femme sexy. C'est ça, en école de communication. Donc vraiment, voilà, l'équipe qui souffre, l'équipe qui s'amuse, l'émotion. Voilà, faire participer les gens à ces moments d'émotion très, très forts pour qu'ils se sentent, quand ils arrivent sur le stand ou quand ils partent du stand, ils ont vécu quelque chose avec vous. Et puis, toujours dans l'esprit de co-construire avec ses salariés. Et on parle de marque employeur, mais là, on va aussi parler d'employee advocacy, donc qui est vraiment la capacité des employés à faire la promotion de leur marque. Et puis, il y a un truc il y a une idée qui m'est venue en travaillant sur ce projet, mais que j'ai trouvé vraiment super, c'est utiliser un salon comme levier de création d'événements. Je dis là, c'est un peu de la mise en abîme, mais même sur un événement digital, voilà, le CES, on savait tous que c'était la première semaine de janvier. Les gens n'ont pas pu forcément y aller ou se rendre au CES digital. C'était assez quand je dis y aller, c'est se rendre sur le CES digital puisque Las Vegas était fermé. Mais dans l'esprit du public, c'était quand même cette semaine-là. Donc, capitaliser sur ce temps mental qui est imparti à l'événement pour créer des événements spécifiques autour de votre produit en disant voilà, ça peut être tiens, là c'est la semaine du développement durable, c'est la semaine du CES, si on en profitait pour réunir nos clients ou nos prospects autour d'une thématique qu'on sait traiter. Voilà. Donc après, toujours pas les remerciements, mais j'insiste tellement sur les remerciements, ça peut vous flinguer une relation fournisseur, donc vraiment une relation client, ça peut une relation politique si vous oubliez de remercier. C'est tellement facile de créer un carré avec. C'était tellement génial d'avoir Madame Machin, hop, un tag, un politique, un client, un fournisseur, une photo, et c'est fini. Et le job est fait, et ça fait plaisir à tout le monde. Et ça donne de la visibilité quand on tag en plus. Donc voilà. Les gens vous gardent en tête, en fait. Ouais, les gens, puis ça crée du. Ouais, puis on est devenus copains. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous. Exactement. C'est en se taguant sur les. Alors qu'on s'était déjà croisés. Mais c'est comme ça qu'on a créé le lien, donc c'était assez. Ça fonctionne vachement bien. Alors, la boîte à outils. Du coup, là, je vous ai sélectionné. Alors, il y a plein d'outils spécifiques pour construire du contenu. Je vous en ai sélectionné 3 pour vraiment. Parce que des fois, on se dit ouais, mais les graphistes, ouais, mais vous êtes bien gentils, mais vous mettez 4 heures à faire tel et tel contenu. Il faut être du métier. Non. Alors, je m'explique. Il y a un outil, moi, que j'adore. Déjà, c'est pour créer votre charte graphique. Ça s'appelle Musli. Vous rentrez la couleur que vous voulez. Et alors, vous avez des idées de nuanciers. Mais sinon, vous rentrez une couleur que vous aimez bien et que vous voulez utiliser pour pour vous donner une ambiance finalement de couleur. Donc là, j'ai rentré ta couleur principale. J'ai rentré la couleur de l'Imbola du M.
Et en fait, du coup, ça me donne voilà, différentes palettes. Donc, toi, tu es plutôt sur une palette qui n'a rien à voir avec celle qui est là maintenant. Mais du coup, ça va vous donner des idées de couleurs. Et puis, ça vous donne aussi des idées là, vous voyez sur la droite de l'écran, des idées d'application. Tu vois, je te disais, moi, ma charte, elle est noire et dorée. Donc, j'ai rentré mon doré. Puis finalement, en fait, les couleurs complémentaires, c'est bleu et rose, bleu turquoise et rose. Et donc, du coup, quand il y a besoin de faire des petits éléments et puis de gagner en visibilité, c'est un outil qui est hyper pratique. Puis ça donne toutes les nuances. Ça ne donne pas une couleur, ça donne toutes les nuances de couleurs, de très pâle à très intense. Donc, aller avec, donc, une fois que vous avez récupéré les codes exacts de ça, vous allez pouvoir travailler dans une suite qui s'appelle, que moi je trouve géniale, qui s'appelle Canva. Donc, la version gratuite est surpuissante. Donc, vous n'avez même pas besoin d'aller sur une version payante. Vous pouvez créer des visuels à partir de modèles. Insérer des éléments comme des formes, des photos, des vidéos, des cartes. J'ai vu qu'on pouvait intégrer des cartes Google Maps maintenant. Vous pouvez personnaliser les couleurs donc avec l'outil dont je vous ai parlé. Et une fois que vous pouvez importer du contenu aussi à partir de vos réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Vous pouvez créer des stories, vous pouvez créer plein de choses. Avec un compte pro, après, vous avez des options de planification, des équipes, et vous pouvez créer des équipes de travail, sachant qu'un compte pro, c'est même pas une dizaine d'euros par mois. Vous pouvez être 5 dessus. Donc, imaginez un service RH ou alors vous avez un client et vous voulez effectivement, vous lui créez des modèles sur lesquels, derrière, lui, comme membre de l'équipe, il va pouvoir venir juste changer une photo ou vous envoyer une équipe sur un salon. Et puis là, moi, à chaque fois que je faisais ça, j'envoyais une équipe sur un salon, puis je passais comme ça une semaine à me dire oh purée, ça ressemble à rien. Donc là, non, on peut leur faire des modèles qui vont remplir. Et puis même pour vous, derrière, c'est hyper sécurisé. Voilà, vous avez cette... J'ai mon réveil qui sonne. Tu vois, c'est ça fait... Celui-là, il n'est pas carré. Donc Canva, voilà. Typiquement, quand on a vous prenez un modèle et vous le rentrez. Donc là, moi, je me suis amusée, vous avez peut-être vu passer, à faire un truc animé, parce que j'ai aucune compétence en montage vidéo, en GIF animé, etc. Mais du coup, ça a fait un petit truc un peu... voilà, j'ai réussi à faire ça en 2 secondes. J'étais plutôt contente. Je me suis dit, j'ai fait une story sur Instagram. J'ai fait ma première story sur Instagram. Elle est pas mal, mais du coup, voilà, ça fait le job. J'ai un peu changé mes couleurs, j'ai mis mon texte. Voilà. Donc, à savoir qu'il y a tout dedans. Hein. Tu as les gifs, tu as tous les trucs animés, les modèles. Voilà, c'est surpuissant comme outil, même en version gratuite. Donc voilà. Alors ensuite, il y a... Quand on parle de raconter une histoire, on parlait donc de LinkedIn. Alors, ce qui est très, très bien sur Canva, c'est que vous avez absolument tous les supports possibles, les formats possibles et imaginables. Donc, vous pouvez évidemment les utiliser sur LinkedIn. Hein, ce GIF animé, je l'ai utilisé sur LinkedIn, il n'y a pas de souci, ça rend super bien. Moi, ce que j'aime beaucoup et ce que je vous conseille d'utiliser, qui est très à la mode en ce moment, c'est les carousels. Parce qu'un carrousel, on raconte vraiment, on peut mettre en tension. On peut mettre juste une petite phrase. Là, j'en ai trouvé un qui est super bien, que j'aime beaucoup. Donc, je voulais vous le montrer. C'est le slip français. Alors, j'adore le slip français. C'est une marque qui fait un lobbying de malade. Exactement. Ils ont un très, très beau storytelling. Ils ont un super storytelling. Et ça a été une des premières marques à faire vraiment du storytelling. Il y a les jeans... Ah mince, j'ai perdu à côté de chez nous. Les jeans 1083. Ouais, 1083, voilà, qui sont raccrochés. Donc, pareil, qui ont le même genre de storytelling. Mais donc, il y a plein de marques qui font des choses absolument incroyables. Et donc là, moi, c'est 2 que je suis depuis longtemps, mais il y en a vraiment plein d'autres. Donc, l'idée du slider, c'est que vous allez pouvoir vraiment raconter facilement une histoire et créer des rebondissements. Je pose une question, j'ai une réponse. Je repose une question, j'ai une réponse, etc. Donc, voilà, tenir un petit peu en tension votre public. Et puis, juste pour te compléter, c'est que ce qui est bien avec les carousels, c'est que tu vois, la personne reste sur la publication pendant longtemps et ça favorise en fait l'algorithme des réseaux sociaux pour faire voir à d'autres personnes. Et c'est mieux que la vidéo. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui demandent de la vidéo, mais non, parce que là, en fait, on a de l'action. Et en plus, les carousels, alors sachez que ça peut se télécharger. Donc moi, j'en télécharge tout le temps. Donc c'est super bien. Donc pensez, si vous en faites, à mettre votre logo. Voilà, quand vous donnez du contenu, des tutos, de la FAQ, des choses comme ça, on met son logo parce que si on se fait, voilà, les gens qui réutilisent le contenu, voilà, c'est pas d'un glamour incroyable, mais ça existe. Alors, il y a quelques règles que je vous donne aujourd'hui. Donc, le post, il doit être le plus punchy possible, pas trop chargé.
Alors, l'humour, c'est sympa, mais en tout cas, avoir des choses qui attirent l'attention. Vraiment, de toujours commencer par... Et donc, c'est là où on va pouvoir exprimer le point de tension. Voilà, vous avez un énorme... Voilà, exprimer le problème comme si on était à la place de son client. On recommande de faire moins de 10 slides, mais tous ceux qui recommandent de faire moins de 10 slides en font au moins 15. Donc, du coup, je commence à douter de... Même des gens super forts, hein, comme... je ne sais plus son prénom, mais c'est Python, le nom de famille, P-I-T-O-N, donc qui est Christophe Fer, je crois. D'accord. Voilà, qui est un ultra spécialiste du carrousel LinkedIn. Si vous voulez le suivre aussi, lui, il est super. Il faut un call to action à la fin, on en a parlé. Donc, du logo. Et puis, sachez qu'en plus, ce contenu-là, il est duplicable sur Instagram. En fait, vous pouvez le mettre en slide sur Instagram, c'est super intéressant. Si je reviens à l'événementiel, c'est quand je vous disais 10 bonnes idées de participer à un salon, des remerciements. Voilà, là, on va pouvoir se dire, la première slide, ça pourrait être je viens de passer une semaine de dingue. Pourquoi? J'expose pourquoi cette semaine s'est passée. Grâce à qui? Hop, je pose une question, grâce à qui? Grâce à telle personne. Et valoriser, c'est un exemple de post qu'on peut faire. Mais, donc, je trouve que ce format-là, pour raconter des histoires, il est vraiment top ici. Donc, voilà. On a terminé. Voilà, moi, je suis aussi allée assez vite, surtout sur la partie inbound. Hein, si vous avez des questions, enfin, voilà, même sur tout ce qu'il vient de dire, est-ce qu'il reste des questions en suspens? Alors après, si vous avez tous des activités commerçantes ou dans le privé qui doivent reprendre assez rapidement, donc si vous n'avez pas le temps de nous poser vos questions maintenant, vous pouvez nous les envoyer derrière. Vous avez nos coordonnées. Voilà, donc je vois rien qui s'affiche, donc je vais me dire, j'ai même pas... J'espère qu'on ne les a pas perdus. J'espère que... non, mais écoute, tout le monde est là. Merci Karine. Donc. Ok, n'hésitez pas. Donc on se tient à votre disposition pour y répondre ultérieurement. N'hésitez pas à nous recontacter. Je remets une petite couche moi sur mon activité. Aujourd'hui, j'ai une prestation spécifique d'accompagnement pour vraiment... Merci Sylvie. Tu pourras témoigner, Sylvie, de comment on raconte une histoire pour vendre des tutos pour faire des slips sur un site internet. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Voilà, donc voilà ce que je vous disais. Moi, je me suis spécialisée dans l'événementiel. Aujourd'hui, j'ai une prestation d'accompagnement pour passer votre événement en digital si vous avez besoin. Benvinda, elle est voilà, donc c'est vraiment la reine du storytelling. Elle raconte des... Bah ouais, mais tu vois, je reprends tes mots, puis en plus, moi j'aime bien. Voilà. C'est pas moi, on m'a appelé comme ça. Ouais, mais moi ça me va bien. Voilà, elle est là pour vous accompagner, vous permettre de vous mettre sur les rails et de vous aider à vous lancer dans cette aventure-là. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, vous avez toujours en replay le workshop « Comment digitaliser votre événement d'entreprise ». Je vais mettre en replay très rapidement ce workshop. Et puis, merci Sophie, beaucoup. Et puis, en avril, j'aurai le grand plaisir d'accueillir Solène Petitjean, donc, qui est Madame Relations Presse, Relations Publiques sur Grenoble. Voilà, avec qui moi je bosse depuis un sacré paquet d'années maintenant et qui va nous expliquer comment on peut du coup augmenter, pimper, ça lui va bien, pimper sa communication événementielle avec justement les relations presse et comment utiliser ce support-là. Et puis du coup, c'est un support génial pour raconter des histoires, voilà, qui sera très propice à ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite un très bon après-midi, une bonne fin de semaine, bon week-end, de bien vous porter. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, Jennifer. À très bientôt. Merci, Maëva. Au revoir. Merci beaucoup. Merci pour cette session. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye. Merci, Karine. À bientôt. Comment ça se...